suis sur le système guest. Tu me vois comme Sergio. OK. Donc, bonjour à tous. Je vois que vous n'êtes pas encore trop nombreux. Donc, je vous invite déjà à vous inscrire sur la droite. Vous avez l'outil commentaire. Donc, comme ça, vous pouvez vous poser toutes les questions aux intervenants donc, en utilisant l'outil commentaire sur la droite. Donc, c'est notre premier webinaire. Donc ici, il y aura 2 modules. Il y aura un premier module qui sera consacré à l'outil diagnostic sur Énergie Plus. Et donc le second, un module qui sera consacré au confort dans les bureaux. Donc avant ces modules, on va faire 2 petites introductions donc pour présenter un peu qui nous sommes. Et également présenter donc le projet Énergie Plus. Donc, la première présentation ici sur l'introduction sera faite par Sergio Altomonte, donc qui dirige l'équipe Architecture et Climat et qui va donc vous présenter un peu qui nous sommes. Voilà, Sergio. OK, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Grégory pour l'organisation de ce premier webinaire. Moi, je m'appelle Sergio Altomonte. Je suis professeur de physique de l'architecture à UC Louvain, à l'Université catholique de Louvain. Et depuis janvier 2018, je dirige et coordonne les activités de la cellule de recherche architecture et climat. Donc, je vais vous faire juste une présentation générale un peu de l'histoire de notre groupe. En fait, le groupe, c'est l'un des groupes avec la plus longue histoire en Europe. Le groupe a été fondé le 13 octobre 1980 par le professeur André de Hert. Et en fait, on va célébrer en quelques semaines la 40 ans d'activité de notre groupe de recherche. Ça sera logiquement une célébration un peu différente de ce qu'on avait pensé, envisagé, ça fait quelques mois, pour les conditions sanitaires auxquelles il faut observer. Et alors, on a dit 40 ans d'histoire dans lesquelles l'activité du groupe a commencé vraiment à jeter les bases de ce qu'on appelait aux années 80 l'architecture bioclimatique, l'architecture solaire, avec l'organisation de toute une série d'activités qui est passée par des congrès internationaux, donc le PLEA, le Passive Low Energy Architecture, qui a été ici à UC Louvain au 86, au 96 et en 2011. Et après, toute une autre série d'activités de recherche, mais aussi de vulgarisation, parce que un des rôles du groupe Architecture et Climat, c'est bien sûr se cadrer sur la recherche scientifique, mais aussi faire en sorte que tout ce qu'on fait au niveau de recherche soit effectivement pris en charge par les acteurs du terrain, par les architectes, par ceux qui sont vraiment avec les mains dans le bâtiment, et donc pouvoir vraiment appliquer les recherches et les connaissances fondamentales qu'on développe dans la pratique professionnelle. Et bien sûr, dissémination aussi vers le grand public. Et donc, pour pouvoir effectivement sensibiliser les personnes aux activités de recherche qu'on fait. Comme je dis, depuis 2018, je suis arrivé ici et donc à la direction de l'architecture et climat. Et j'ai aussi essayé d'établir un dialogue avec les collègues pour pouvoir voir quelle est la route et la mission stratégique que l'architecture et climat peut prendre à l'avenir. Ce qu'on a établi avec mes collègues, c'est que vraiment, architecture et climat, donc, on fait partie de la faculté d'architecture, ingénierie architecturale, urbanisme de l'Université catholique de Louvain. Architecture et climat s'est donné comme mission de proposer et valider des solutions de résilience et d'innovation à l'échelle des espaces bâtis en réponse aux crises et défis d'aujourd'hui et de demain.
Et ici, on parle de résilience, qui est vraiment un mot qui est très souvent utilisé, mais aussi innovation. Résilience donne une idée de pouvoir soutenir des crises, mais nous, on doit aussi prévoir l'arrivée des crises et faire en sorte que ces crises ne causent pas des grosses challenges pour notre société. Et pour ça, donc, on parle aussi des aspects d'innovation. Notre vision est en fait centrée sur l'homme. On parle d'architecture et de climat, mais au centre de la question est vraiment l'homme. Et aussi, les solutions de recherche qu'on cherche sont des solutions qui se trouvent au croisement de différentes disciplines thématiques. Et donc, il y a l'architecture, bien sûr, l'ingénierie, mais il y a aussi des autres disciplines qui, effectivement, nous peuvent aider à accompagner la transition vers une architecture qui peut être plus résiliente et plus durable. Donc, si on regarde la stratégie qu'on a mise en place pour, effectivement, répondre à notre mission de proposer et valider des solutions de résilience et innovation, l'objectif d'architecture à climat est de développer et appliquer des méthodes et des outils pour analyser et soutenir, d'une part, le confort et le bien-être des occupants des bâtiments, la qualité et les performances de l'environnement intérieur et extérieur des bâtiments, l'utilisation rationnelle des ressources dans une optique de circularité, et bien sûr contrôler les flux d'énergie et de matière, je dois aussi dire, dans leurs différents contextes. Et ça, on le fait d'un côté avec l'utilisation de méthodes utiles pour caractériser le confort et le bien-être dans les espaces bâtis et modéliser les performances énergétiques et environnementales, ce qui a bien sûr une très forte implication au niveau des connexions avec d'autres disciplines. De l'autre côté, on doit aussi utiliser ces méthodes utiles pour mettre en place les meilleures pratiques de conception, construction, rénovation et gestion des espaces bâtis et donc connexion avec les différents acteurs du secteur de la construction, comme on fait effectivement aujourd'hui. Et donc, tout ça se traduit dans mettre en place des méthodes utiles pour bénéfice des tiers, et donc, par exemple, avec un monitoring de mesures de bâtiments et des enquêtes des occupants, donc ce qui est la post-occupancy evaluation, mais aussi développer, comme j'ai dit, des simulations de connaissances scientifiques, et donc le site Énergie Plus qui représente vraiment notre exemple témoin de cette envie de disséminer ces connaissances. On a parlé de recherche, mais quel type de recherche on fait ici? Bon, notre approche à la recherche, c'est ce que j'appelle Use-Inspired Basic Research. Et donc, c'est des projets qui visent une compréhension fondamentale des problèmes scientifiques, mais qui ont effectivement un usage immédiat pour la société, les occupants des bâtiments et bien sûr les acteurs. Donc, on se situe au coin qui est à haute et à droite de ce graphe, le graphe de Pasteur, comme on se dit, donc la recherche fondamentale qui a quand même une application directe pour la société. Quel est l'impact que tout ça veut avoir? Bon, pour nous, on s'est dit, on applique une rigueur scientifique et des méthodes qualitatives et quantitatives pour avoir effectivement trois types d'impact. D'un côté, caractériser le bâtiment de demain et soutenir leur conception, construction, rénovation et gestion pour améliorer les performances environnementales et énergétiques, promouvoir des stratégies de gestion durable des ressources en considérant l'ensemble des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et comme on s'est dit, transférer ces connaissances aux praticiens de la construction, aux organismes de gestion du parc bâti du territoire, aux étudiants et au grand public. Et pour faire ça, on peut compter sur une équipe de personnes très valides avec des expériences et des expertises différentes. On a, comme on s'est dit, 4 axes parallèles, le confort et le bien-être, géré par moi-même, la performance environnementale, la modélisation paramétrique, gérée par André Stéphane, ressources et circularité, système constructif et innovation durable, géré par Sophie Tracht, et tout ce qui est les ambiances intérieures et les flux d'énergie, géré par Geoffrey Van Mosek. Et on peut aussi compter sur une équipe très enthousiaste de chargés de recherche, doctorants et doctorantes, assistants de recherche, et un fort support au niveau technique et administratif qui peuvent garantir la recherche qu'on fait ici. Bon, c'était juste pour vous donner un aperçu de nos activités.
Vous êtes bienvenus aussi à regarder notre site web Architecture et Climat, dont j'ai mis ici l'adresse. Et je laisse la parole, je vous remercie encore, et je laisse la parole à Greg pour la suite. Merci. Merci, donc Sergio. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà pour cette première présentation, donc n'hésitez pas à utiliser le module donc commentaires. Nous allons donc passer maintenant à la présentation du projet Énergie Plus avec Geoffrey Van Moezeke. Alors. Excusez-moi, j'étais en mute. Je vais reprendre. Mais plus rapidement, du coup, à toutes mes excuses. Le message était de vous dire merci pour votre fidélité à Énergie Plus. Ça fait 20 ans qu'on a donc lancé ce site web qui a un succès qui ne se dément pas, puisqu'on a plus de 3 500 000 visites par an et en permanence plus d'une centaine de personnes sur le site qui sont actives et qui, on espère, trouvent une information qui leur est utile. Je pointais que c'était une audience internationale francophone, comme on peut encore faire du francophone sur Internet, ça peut marcher, avec une audience belge francophone, donc on voit le niveau Bruxelles évidemment, mais aussi surtout une grande audience française, et puis les autres pays francophones ou à composants francophones. Donc un énorme merci pour votre fidélité depuis tout ce temps. Et en tant que coordinateur de ce projet de recherche particulier, eh bien, un merci à l'équipe. Donc d'abord Grégory, qui vous a accueilli ce matin, qui est vraiment la personne centrale dans Énergie Plus, qui répond à tous vos mails, qui gère toutes nos relations avec l'administration wallonne qui nous finance derrière, et qui est donc vraiment la cheville ouvrière. Sylvie, qui est à la barre derrière la dimension graphique d'Énergie Plus et sa conception, son ergonomie générale depuis le début, et donc qui a fait un énorme travail, un travail de très grande qualité, je pense, sur ce site-là. Merci à elle. Et Denis, qui depuis quelques années est derrière la production de la plupart des contenus. Donc les dossiers thématiques que vous pouvez consulter sur le QZen, sur le Smart Building et dans quelques semaines sur les Post-Occupancy Evaluation, dont on vous parlera un petit peu plus tard. C'est lui qui les a rédigés. Donc merci à lui, Denis. Et merci aux anciens, je ne vais pas tous les nommer, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont bossé sur ce projet depuis le début, qui a été initié par Jacques Lassens, dont certains d'entre vous ont déjà fait la connaissance certainement dans le cadre des formations responsables énergie ou autres. C'est son idée depuis le début Énergie Plus et qu'il en soit remercié.
Et évidemment, un énorme merci au SPW, Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie, Département de l'énergie et du bâtiment durable, pour être tout à fait correct dans l'appellation, qui soutient le projet depuis 20 ans avec une subvention qui nous permet de fonctionner comme un site gratuit, un site sans publicité. Même si vous l'aurez vu, on a fait quelques essais auxquels on a renoncé assez rapidement ces derniers mois. Mais donc, on est vraiment dans une logique d'open source, de partage de connaissances, et ça, c'est grâce à la région Wallonne. Merci à elle. Énergie Plus, vous savez, c'est un outil, vous n'en connaissez peut-être pas toutes les dimensions. Donc, il y a évidemment les pages techniques, les pages théoriques, les pages sur la conception, l'évaluation, les pages avec les outils Excel principalement, et puis d'autres outils qui commencent à apparaître, notamment l'outil d'aide responsable d'énergie que Denis va vous présenter tout à l'heure. Mais c'est aussi un outil qui répond, on pense, à un besoin. La statistique ici montre par quels mots-clés dans Google les personnes entrent dans Énergie Plus. Et donc, on a des choses assez évidentes, Énergie Plus. Puis, on a des choses extrêmement techniques. Le moteur asynchrone, synchrone, la puissance réactive, la combustion, le variateur de vitesse. En fait, Énergie Plus répond vraiment à un besoin d'une information technique non commerciale. Et donc, la plus juste possible, ça c'est notre engagement en tant qu'universitaire, mais surtout la plus neutre possible et la plus objective et argumentée, ce qui évidemment répond à un manque, semble-t-il, criant vu le succès du site. Et de plus en plus, Énergie Plus, c'est un réseau. Ça, c'est un tournant qu'on a pris il y a quelques années ou quelques mois, de façon plus concrète, mais que l'on réfléchit depuis longtemps, c'est comment élargir la base de connaissances d'Énergie Plus, comment faire participer la communauté d'utilisateurs qui est large, qui est compétente, qui a énormément d'expérience à partager. Jusque-là, ça se passe par des échanges de mails. On a régulièrement des propositions de contenu, des propositions de correction ou d'adaptation du site, et merci à vous pour tout ça. On a lancé, il y a quelques mois, une page LinkedIn qui marche assez bien, qui permet de faciliter encore un peu plus ces réseaux. Nous avons fait des modifications dans le site qui vous permettent d'être beaucoup plus interactif et de proposer directement, en regard d'une page, des commentaires ou des propositions d'amélioration que nous pouvons traiter beaucoup plus facilement parce qu'elles sont contextualisées directement dans le site. Et à l'avenir, pour renforcer cette dimension réseau aussi, on va vous proposer de nouveaux outils, donc notamment les dossiers thématiques. Ça, on a commencé récemment. On va en développer d'autres avec des nouveaux contenus, avec aussi une reformulation de contenus existants qui permettront d'être peut-être un peu plus réactifs, peut-être un peu plus avec une dimension éditoriale aussi, une prise de position de l'équipe sur certains sujets, en mettant ça en parallèle aux données strictement techniques théoriques. Donc ça, vous le découvrirez dans les semaines, les mois qui viennent, je l'espère. Et puis, voilà, c'est de nouveaux outils plus interactifs à chaque fois, notamment cet assistant que Denis va vous présenter tout à l'heure. Voilà, merci pour votre fidélité. Je n'en dirai pas plus. Je vais maintenant laisser la place aux vraiment deux présentations de fond, présentations techniques, qui, j'imagine, vous intéresseront plus que ces introductions. Bonne journée. Merci donc beaucoup Geoffrey. Donc ici nous allons passer donc au premier module, donc qui est la présentation de l'outil diagnostic, donc qui a été réalisé par Denis. Donc on va tout de suite passer à sa présentation. Oui, voilà, Denis, tu nous entends? Ok, et s'il y a un souci de slide, n'hésitez pas à me le communiquer comme ça. Tout est clair. Parfait. J'en profite encore une dernière fois pour vous dire évidemment de bien laisser vos commentaires et vos questions sur l'outil commentaire sur la droite. Donc voilà. Bonjour à tous et merci d'être là. Je vais vous présenter donc l'outil responsable énergie qu'on a produit au sein d'Architecture et Climat pour Énergie Plus. Alors, l'outil responsable énergie, c'est quoi? Donc, c'est un outil qu'on a voulu créer pour résoudre les problèmes qui vous questionnent. Et donc, cet outil va vous questionner, vous informer et s'appuyer sur vos réponses pour vous guider vers les pages Énergie Plus susceptibles de contenir la solution à vos problèmes.
Pourquoi est-ce qu'on a voulu créer un outil qui va permettre de partir de votre problème et d'aller vers la solution ou des pistes de solution? Ben parce que, un peu comme la prise qu'on a oubliée quand un appareil ne fonctionne pas, le grand classique, un grand nombre de problèmes dans le bâtiment sont assez récurrents et parfois relativement simples, et il arrive qu'on ne pense pas toujours aux causes évidentes. Donc l'outil va vous aider à ne pas griller les étapes, à vous poser les bonnes questions dans le bon ordre, et à mieux comprendre le problème qui vous concerne, et enfin à trouver la solution. Alors pour qui cet outil a été produit? Donc nous on a voulu que cet outil soit le plus ouvert possible et utilisable par tous. Quelques étapes nécessitent par contre parfois une certaine connaissance du bâtiment ou encore de pouvoir ou savoir tester certaines choses dans le bâtiment. Alors comment fonctionne cet outil? Et pour vous expliquer comment il fonctionne, on va d'abord vous expliquer comment il a été produit, comment il a été créé. Alors on a réalisé une enquête auprès des responsables énergie pour savoir quels étaient les problèmes les plus courants qu'ils pouvaient rencontrer dans leur pratique. Et on leur a demandé de citer aussi un problème complexe auquel ils ont été confrontés. Cette enquête nous a donné 116 exemples de problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien. On les a classés par catégorie pour se rendre un petit peu compte des problèmes les plus récurrents. Et on voit que c'est le chauffage, l'isolation, l'éclairage, la sensibilisation, les conseils et la ventilation qui sont les sujets les plus récurrents comme soucis. Et ensuite, on s'est posé la question, quelles questions on aurait posées aux occupants pour pouvoir résoudre ces problèmes et atteindre la solution. Donc, on a généré un assez grand organigramme, assez complexe, qui permet de cadrer le problème pour ensuite poser les bonnes questions et proposer des tests à réaliser qui finalement permettent d'apporter des solutions ou des pistes de solutions. Donc, l'organigramme qu'on a produit ressemble à peu près à ça. Donc, c'est à chaque fois l'idée de poser une question et si oui, alors on part vers la gauche, sinon on part vers la droite, etc., jusqu'à mieux cadrer le problème et pouvoir y apporter une solution. Alors, en langage informatique, ça donne à peu près ceci, donc c'est assez complexe. L'idée était donc de finalement transposer cela dans un outil en ligne, toujours à portée de main, qu'on soit sur site ou au bureau, et qui soit convivial et évolutif. Alors, évolutif, on y reviendra par après. Donc, finalement, à quoi ressemble cet outil? Donc, pour trouver l'outil, une simple recherche sur Énergie Plus suffit. Donc, vous tapez « Outils responsable énergie » dans la barre de recherche ou sur le petit, les 3 barres à gauche, vous pouvez aller sur outils de diagnostic qui se trouve un peu plus bas et vous tomberez également sur l'outil. Alors, l'outil se présente de la manière suivante. Donc, on va faire un exemple ensemble où vous pouvez voir comment fonctionne l'outil et à quel type de réponse il peut vous amener. Donc, la première question, c'est évidemment, est-ce que vous êtes prêt? Donc, on clique sur « C'est parti ». Là, la première question traite évidemment de la catégorie de confort qui est concernée par l'éventuelle plainte. Donc ici, on va vous demander est-ce que l'inconfort est thermique ou lumineux. Pour l'exemple, on choisira thermique. On arrive dans la question suivante et on va avancer comme ça jusqu'à la solution. Alors, par moment, on aura une petite en-tête, un paragraphe ou deux qui vous donnera de l'information complémentaire et qui permettra aussi de réveiller parfois une idée ou de penser à quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Alors ici, c'est assez simple, on est au tout début de la résolution du problème. Donc par exemple, on va vous parler des conforts thermiques, vu que la plainte concerne un problème thermique. Et vous aurez la possibilité de cliquer sur confort thermique, par exemple, et de tomber sur la page qui vous parle du confort thermique en théorie, qu'est-ce que c'est, quels sont les paramètres qui entrent en compte, etc. Pour l'exercice, continuons et cliquons sur « On a trop froid ». De nouveau, on a un paragraphe qui invite à se poser une série de questions. Donc, c'est plutôt un rappel, comme des post-it, se poser toujours la question de qui a froid? Est-ce que cette personne est peut-être plus sensible? Quand est-ce qu'elle a froid? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est en été, en hiver? Est-ce que c'est le lundi matin uniquement, par exemple? Où a-t-on froid? Donc, c'est des questions importantes aussi, parce que en se posant la question, on va peut-être se rendre compte que tous les locaux qui ont froid se trouvent sur la même boucle technique. Et là, on aura un bon indice pour résoudre le problème auquel on est confronté. Et puis finalement, est-on dans ou hors des plages de confort normales? Que dit le thermomètre? Et évidemment, vous avez la possibilité de cliquer un peu plus loin pour comprendre évidemment ce qu'est une plage de confort normale, vu l'habillement, vu l'activité, etc. La question donc ensuite est de savoir, compte tenu de l'habillement et de l'activité des occupants, la température mesurée à l'endroit et au moment des plaintes est-elle dans la plage de confort ou hors de la plage de confort? Pour l'exercice, on va dire qu'il fait réellement froid.
que ce n'est pas juste une sensation, que la mesure de l'air est également hors des clous. Dans ce cas-ci, on continue à avancer et l'outil va vous demander, avant d'aller plus loin, on va d'abord essayer d'écarter certaines pistes parce qu'on pourrait commencer déjà à se poser des questions sur ce qui se passe. On va pouvoir se poser une série de questions. Pour ce cas-ci, je ne vais pas toutes les citer, c'est qu'un exemple. Et si ces pistes peuvent être évacuées et que le système semble donc se mettre en route quand il faut, etc., on peut continuer la résolution. La question ici, c'est quelle situation est la plus proche de la vôtre? Donc, on sait qu'il fait objectivement trop froid, mais est-ce dans tout le bâtiment, dans des locaux situés sur une façade, dans un ensemble de locaux formant une unité, une aile par exemple, un étage, une même boutique, dans un seul local, le matin, en été, etc., etc. Donc, il se pourrait que la question ici, c'est quelle situation est la plus proche de la vôtre? Il se pourrait que ce soit à la fois en été, à la fois le matin et à la fois dans un seul local. Donc, évidemment, on ne peut pas cliquer sur tout à la fois. Mais heureusement, si on clique, par exemple, sur le matin en début de semaine ou après une période de pause, on verra que sur la question d'après, et c'est le cas tout le temps, je ne l'ai pas affiché à chaque fois, mais on a tout le temps le fil d'Ariane au-dessus qui explique le fil de la résolution du problème qu'on est occupé de résoudre. Donc, on voit bien qu'on est sur un inconfort thermique qui fait trop froid. On est hors de la plage de confort. C'est le matin en début de semaine après une mise en sous-régime. Et si on clique sur hors de la plage de confort, on revient à l'étape d'avant et on peut changer de réponse pour voir si ça nous mène pas vers quelque chose de plus en lien avec notre problème. Donc ici, l'outil est déjà en mesure de dire qu'il y a a priori un problème de relance dans le système, vu que c'est le matin ou après une période de sous-régime prolongé qu'on a la sensation de froid. Et donc là, pour pouvoir clôturer l'analyse, la question à poser, c'est évidemment où a lieu le problème. Est-ce que c'est dans tout le bâtiment ou presque? Est-ce que c'est dans une zone spécifique ou dans un local en particulier? Alors pour l'exercice ici, on clique sur dans un local en particulier et on arrive sur la dernière page qui vous propose une série de pistes et de solutions. Dans ce cas-ci, on vous demandera de vous assurer d'abord que la vanne thermostatique n'est pas bloquée, qu'elle est bien dans la bonne position. Si le problème persiste, est-ce que la circulation de l'eau est bonne dans l'émetteur, etc., etc. Et avec ça, normalement, on a pu traiter le problème précis qui est concerné par la résolution en cours. Et la dernière question, c'est évidemment, est-ce que les pistes que nous avons proposées vous ont-elles aidé? Alors, on pourrait répondre oui, merci. Ce serait l'idéal. Pour l'instant, on a un taux de plus ou moins 50% d'issues positives, donc ce qui est déjà pas mal pour un début. Et ce qu'on vous encourage à faire, et c'est aussi l'intérêt de vous présenter l'outil, c'est si la réponse, donc si l'outil n'a pas pu cadrer réellement votre problème, qu'il est légèrement différent ou qu'il est vraiment différent et que la solution n'est pas la bonne, on vous invite réellement à cliquer sur non, pas tout à fait, parce qu'alors ça vous invite à nous aider en réalité, à améliorer l'outil en nous exposant quel est le sujet, donc la solution trouvée concerne un problème de tel type, et nous expliquer le problème et les quelques éléments qui nous permettront ensuite d'aller plus loin dans la résolution et dans les branches de l'outil, si on revient à l'image de l'organigramme. Donc, c'est vraiment pour continuer à l'agrémenter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'outil ne traite actuellement que des inconforts thermiques et lumineux. Donc, on pourrait aussi traiter de l'inconfort acoustique, des consommations, des surconsommations, etc. C'est un objectif à moyen terme. Mais pour ça, on a besoin de savoir évidemment quelles sont les questions les plus récurrentes et est-ce que c'est vraiment utile. Et donc, pour ça, on a besoin que l'outil soit utilisé et qu'on nous pointe évidemment les manquements qui seraient utiles. Donc voilà, comme j'ai dit, l'outil est dans une version bêta native, donc c'est le tout début, et ne peut mûrir que grâce à vous. Donc ça, je l'ai expliqué. Donc chaque fois qu'une branche manque et qu'un commentaire est reçu, nous pourrons continuer à développer l'outil pour qu'il réponde également à ce nouveau problème et que la prochaine personne qui aura ce problème, via l'outil, trouvera la solution. Alors, pour un petit peu dynamiser et proposer une toute petite pause, on va vous proposer un petit atelier. Donc, c'est rapide, c'est 10 minutes. Donc, je vais vous demander de vous rappeler du dernier souci d'inconfort thermique ou lumineux auquel vous avez été confronté, de vous rendre ensuite sur l'outil via la recherche outil Restore énergie sur le site et de simuler sa résolution. Donc, par exemple, vous avez rencontré une plainte, vous simulez sa résolution sur l'outil. Donc, on va vous demander de faire ça. Alors, il y a quelques consignes. On va vous demander d'écrire dans le chat, en un commentaire si possible, ce sera beaucoup plus facile pour nous pour retrouver les réponses. D'écrire si oui ou non vous avez résolu ou trouvé de bonnes pistes de solution à votre problématique. Donc, si oui, tant mieux. Sinon, on vous demandera alors, et c'est la consigne 2,
de préciser dans le chat de quoi il s'agissait. Et alors, nous, on pourra en tenir compte pour améliorer l'outil. Et vous êtes également invité à commenter, ça c'est optionnel, si vous avez des remarques, la forme générale de l'outil, l'utilité pour vous et les sujets que vous souhaiteriez voir prochainement. Donc, 3 pictos pour résumer. Vous êtes libre d'écrire plus que ce que vous voulez, que ce qui est demandé, pardon. Essayez de tout mettre en un commentaire et vous avez 10 minutes, donc a priori à 10h40, on reprend, ou avant si on a toutes les réponses. Je laisse la parole à Grégory, éventuellement. Merci Denis. Donc voilà, on peut, vous pouvez passer donc au petit test que Denis vous fait faire, donc en allant sur le site Énergie Plus et sur l'outil donc diagnostic. Donc je propose qu'on vous laisse une petite dizaine de minutes.
Voilà, voilà. Merci à tous pour avoir testé donc l'outil diagnostic. Donc, on a reçu quelques commentaires. Hein. Je ferai les réponses après le webinaire. On peut passer maintenant au dernier module, donc au deuxième. Le module qui porte sur le confort dans les bureaux, donc avec Sergio. Voilà, Sergio. Et alors, je commence à partager mon écran. Oui. Parfait. Voilà, c'est bon. OK. Oui, ça fonctionne. Très bien. OK. Quand tu veux, je démarre. C'est bon, tu peux aller. OK. Et alors, bon, merci à Denis pour avoir partagé avec nous cet outil. Ce deuxième module veut porter, comme le disait Greg, sur ce que j'appelle la quête du confort et du bien-être dans les bureaux. J'ai mis le bien-être en parenthèse parce qu'en fait, normalement, on considère que si on arrive à obtenir le confort, on a aussi le bien-être. Mais effectivement, la recherche qu'on est en train de faire ici nous dit que les conditions qui peuvent amener le confort peuvent être différentes des conditions dont on a besoin pour garantir notre bien-être. Et par contre, ils peuvent être aussi différentes des conditions qu'on voudrait avoir pour avoir, par exemple, une bonne performance énergétique de notre bâtiment. Donc, dans ce contexte, ce qu'il faut faire, c'est effectivement de voir la variabilité des conditions qu'il y a dans le bâtiment, la variabilité des occupants. Et alors, comme j'ai mis dans le sous-titre de cette présentation, je voudrais vous parler de ce qui s'appelle la valeur de la variance. La valeur de la variance, donc la variabilité qu'il y a dans les bâtiments. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de effectivement comprendre les différentes façons dans lesquelles on peut façonner les bâtiments? Bon, Winston Churchill disait « Nous façonnons nos bâtiments, puis ce sont eux qui nous façonnent ». Donc, il y a un rapport entre le bâtiment et les occupants sur lequel il faut vraiment s'investir. Pour le moment, très souvent, on regarde le rapport entre bâtiment et les occupants, surtout par rapport à l'énergie. Ici, on parle vraiment d'énergie. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de rebâtir, reconstruire le lien entre énergie, confort et bien-être. On le sait, le bâtiment, normalement, utilise le 40% de l'énergie de notre société. Le 40%, c'est pris par le bâtiment. Est-ce que les bâtiments consomment de l'énergie? Bon, effectivement, si on y pense, ce ne sont pas les bâtiments qui consomment l'énergie, c'est plutôt les occupants qui utilisent l'énergie pour pouvoir répondre à leurs exigences de confort, de bien-être et de santé. Et alors, c'est pour ça que ce qui est très important, c'est vraiment de commencer à investiguer ce qu'on appelle la QoE, et donc la qualité de l'environnement intérieur, ce qu'en anglais on appelle la IQ, Indoor Environmental Quality, et voir le rapport entre la qualité de l'environnement intérieur et le confort, le bien-être et la santé des occupants. La qualité de l'environnement intérieur, on peut la définir ici, l'Institute for Occupational Health and Safety des États-Unis, la définit comme la qualité de l'environnement d'un bâtiment en relation avec la santé et le bien-être de ceux qui occupent l'espace en son sein. Pour faire ça, bien sûr, il faut voir des différentes choses, qualité de l'air, confort thermique, éclairage, qualité acoustique. Il y a des différents aspects qui peuvent influencer la qualité de l'environnement intérieur. Mais pourquoi il faut le faire? Parce que si on considère un bâtiment par exemple commercial, un bâtiment de bureau d'aujourd'hui,
effectivement, le 95% des dépenses sont des dépenses qui vont vers les occupants, vers le salaire des occupants. Et donc, si on doit investir pour améliorer les conditions dans un bâtiment, il faut vraiment se concentrer sur des conditions qui sont des conditions optimales pour les occupants. Si on regarde par exemple la recherche qui a été faite dans les derniers 30 ans, on s'est bien concentré sur vérifier les conditions qui peuvent effectivement améliorer les conditions au travail des personnes. Ici, on se réfère à des recherches menées par le Lawrence Berkeley Laboratory, qui a effectivement vu que la tâche de performance optimale se pourrait avoir avec une température de 21-22 degrés et avec un taux de ventilation qui est au-dessus de 6,5 litres en seconde par personne. Mais ici, on parle de tests de laboratoire. Et donc, on a vérifié que dans un laboratoire, à ces conditions de température et de ventilation, on peut dire optimiser la performance. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut garder ces conditions en permanence dans les bâtiments? Bon, les bâtiments ne sont pas des objets statiques. Il y a plusieurs choses qui continuent à fluctuer dans un bâtiment. Si par exemple on considère la température de l'air, ou si on considère la température de surface, ou si on considère l'infiltration de l'air, ou si on considère par exemple les différences au niveau de caractéristiques lumineuses qui peuvent par exemple donner lieu à des risques d'inconfort. Ce sont des conditions qui changent en continuation dans le bâtiment. Et c'est important de pouvoir considérer cette variation, cette fluctuation par rapport à une condition qui est plutôt statique. Pourquoi est important de garder cette variabilité? Parce que si de l'autre côté, on veut regarder les caractéristiques du corps humain et donc du corps des personnes qui travaillent à l'intérieur du bâtiment, bon, le corps du personne n'est pas du tout statique. Si on regarde par exemple 4 indicateurs comme le niveau de cortisol, le niveau de mélatonine, la vigilance et la température du corps, on peut voir que ce sont des indicateurs et des paramètres qui varient avec continuité dans le bâtiment. Donc, pouvoir y répondre avec des conditions qui sont des conditions statiques, c'est en contradiction avec répondre aux besoins des personnes. Et donc, si le bâtiment ne garantit la nécessité dont les personnes, ne garantit les conditions dont la personne a besoin, et alors ce que les personnes vont faire, c'est de faire des actions adaptatives pour atteindre, conserver ou rétablir leur confort. Ça veut dire quoi? Ils vont nécessairement intervenir sur le contrôle de la lumière, le contrôle de store, le thermostat. Mais tout ça amène une variabilité stochastique, et donc une variabilité probabilistique, qui est effectivement la cause, ou une des causes, de l'écart de rendement que normalement on voit entre la consommation d'énergie prévue d'un bâtiment et la mesure d'énergie utilisée effectivement et aussi la satisfaction des occupants. Donc, si on veut concevoir un bâtiment qui soit un bâtiment qui a une bonne performance énergétique, mais de l'autre côté, pour sauvegarder le confort et le bien-être des occupants, il faut tout d'abord considérer que garder des conditions statiques qui répondent aux besoins d'un utilisateur standard est une forte idéalisation. En fait, les standards sont inaptes à fournir de la satisfaction à tout moment et pour tous, parce qu'il y a des différences inter et intra les individus, ça veut dire différence entre moi et toi, et des différences entre moi maintenant et moi cet après-midi, parce que mes besoins métaboliques, comme on les a vus, sont différents. Et alors, le bâtiment doit pouvoir accompagner ces changements, tout en considérant qu'il y a des considérations au niveau du confort et du bien-être qui sont des considérations complexes. Le corps humain est fait de toute une série de systèmes qui sont en stricte connexion l'un avec l'autre.
Et les relations entre les différents systèmes humains sont complexes et il y a des caractérisations stochastiques et donc probabilistiques dans le rapport que fait la liaison entre le stimulus environnemental qu'on reçoit et la réponse de notre corps au niveau métabolique. Donc, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est essayer vraiment de pouvoir se comprendre et donc pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on veut dire avec le mot confort et qu'est-ce qu'on veut dire avec le mot bien-être pour pouvoir savoir quelles conditions il faut garder dans le bâtiment pour pouvoir les obtenir. Et alors, qu'est-ce que c'est le confort? Bon, si on regarde ce qui est la définition classique du confort, on peut faire référence à la définition donnée par l'HRE standard de 55, vous la connaissez, dans lequel on dit que le confort thermique est l'état d'esprit qui exprime la satisfaction à l'égard de l'environnement thermique est déterminé par l'évaluation subjective. Et donc, le confort, c'est un état d'esprit. Le confort, c'est quelque chose de subjectif qui est exprimé comme satisfaction par rapport à l'environnement qui nous entoure. OK, ça c'est acceptable. Confort, satisfaction. Mais de l'autre côté, si on regarde une autre définition, comme la définition donnée par la Knowledge Series Comfort de la CIPSI au Royaume-Uni, ici le confort est défini comme quand les gens n'ont ni trop chaud ni trop froid. Et alors, ici, le confort est défini comme absence d'inconfort. Moi, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas définir le blanc comme absence de noir. Il faut vraiment commencer à avoir une vision un peu plus détaillée de quoi il faut obtenir pour garantir le confort. Si on reste avec la définition de la CIPSI, non le CIRIS du confort, et on va regarder ce que la CIPSI définit comme inconfort, et alors ici, la CIPSI nous dit que l'inconfort, c'est effectivement l'absence de symptômes médicaux. Et donc, l'inconfort, c'est quand les personnes ils se commencent à sentir mal à l'aise, mais ils ne sont pas malades. Bon, pour moi, cette définition s'est poussée un peu trop loin, parce que de l'autre côté, si on regarde la définition que l'Organisation mondiale de la santé nous donne de santé, et alors la santé, c'est pas nécessairement une situation d'inconfort excessif, mais la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet. Et donc, c'est quelque chose d'encore plus relié et interconnecté. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit quand on parle de confort, inconfort, santé. Et surtout, il faut faire attention quand on dit que le confort est exprimé par un état de satisfaction. Pourquoi? Parce que la satisfaction, si on regarde la définition donnée par exemple par le dictionnaire d'Oxford, la satisfaction implique un état d'esprit qui est motivé par la gratification d'un besoin ou un désir qui affecte ou motive le comportement. Donc ici, on peut faire liaison confort, satisfaction, comportement. Comportement, qu'on a vu tout à l'heure, a un rôle fondamental pour pouvoir garantir un bon équilibre des besoins énergétiques dans le bâtiment. Donc, pouvoir atteindre le confort veut dire pouvoir atteindre la satisfaction des personnes et donc pouvoir prévoir leur comportement aussi mnémothermique. Mais comment pouvoir atteindre le confort? Le confort est un phénomène qui est à la fois physique, physiologique et psychologique et qui vire vers l'obtention d'une satisfaction avec une certaine condition. Mais est-ce que la satisfaction implique nécessairement le confort défini d'une façon, on peut dire, classique? Ou plutôt, est-ce qu'on peut être satisfait avec des conditions d'inconfort? En fait, si on peut démontrer que on peut être satisfait avec l'inconfort, ça veut dire que essayer d'obtenir le confort dans le bâtiment peut nous amener vers des conditions de dépenses énergiques plus importantes.
Parce qu'en fait, si nos comportements est relié à la satisfaction et le bâtiment nous garantit une condition qui est conçue comme confort, alors il y aura un écart entre le confort garanti par le bâtiment et ce que les gens veulent obtenir. Par exemple, si je dis qu'il y a 32 degrés, 95% d'humidité et on est dans un état de confusion mentale, est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation de confort ou d'inconfort? Bon, on dirait inconfort. Mais je peux vous garantir que dans ce type de conditions, on pourrait bien être satisfait. On pourrait être bien satisfait, par exemple, si cette situation d'inconfort est une situation qui est donnée par être dans une piscine au tropique avec un bon verre de champagne dans la main. 32 degrés, 90% d'humidité, on est dans une condition de légère confusion mentale et quand même on est très bien satisfait. Mais l'autre question que je vais vous poser est, est-ce qu'on peut être satisfait avec des conditions qui mènent vers une situation de mal-être? Mal-être entendu comme l'écart avec le bien-être classique. Bon, je peux vous garantir qu'il y a des conditions dans lesquelles le mal-être ou la situation qui mène vers le mal-être peut garantir une énorme satisfaction. Donc, ça veut dire qu'il faut poser des questions. Il faut se poser des questions par rapport à comment pouvoir effectivement établir des objectifs de confort et de bien-être efficaces dans les bâtiments. Il faut se poser ces questions par rapport aux méthodes qu'il faut appliquer pour collecter les données et alimenter donc les modèles numériques qu'on utilise pour modéliser le confort. Mais il faut aussi orienter efficacement les stratégies de contrôle et donc pouvoir faire évoluer les normes et les codes vers cette direction. Par exemple, si on regarde ce qu'on a aujourd'hui par rapport, par exemple, aux standards qui existent ou par rapport au système de certification de bâtiments qu'on a partout dans le monde. Si on regarde au système de certification, on a par exemple LEED aux États-Unis et BREEAM qui est utilisé beaucoup en Europe. Il y a le BCA à Singapour, le Green Star en Australie. Et l'idée est que s'il y a un bâtiment qui est certifié au niveau environnemental, on devrait pouvoir garantir la satisfaction des occupants avec les conditions de qualité de l'environnement intérieur. Moi, j'étais parti d'une recherche qui a démarré en 2012 aux États-Unis, en Californie, dans laquelle on a essayé de voir dans des bâtiments certifiés LEED, est-ce que les personnes sont effectivement satisfaites avec les conditions de qualité environnementale auxquelles elles sont exposées? Pourquoi cette recherche? Parce que ici, le graphe vous dit que dans un échantillon de 351 bâtiments, les catégories de satisfaction qui sont les plus pires, on peut dire, sont les catégories sur lesquelles les architectes et les ingénieurs ont plus d'influence. Et donc, la privacité visuelle, la qualité de l'air, le niveau de son, la température, donc toutes des choses qu'on devrait pouvoir contrôler. Ici, je vous amène le résultat d'une recherche que j'ai menée aux États-Unis, comme je vous ai dit, dans laquelle, dans ce 351 bâtiments, on a pris un petit échantillon, bon, la moitié, de 144 bâtiments. On avait une totalité de 21 000 réponses d'occupantes. Et dans cet échantillon, on avait 65 bâtiments qui étaient certifiés par le système LEED et 79 bâtiments qui n'étaient pas certifiés par LEED. On a comparé la satisfaction des occupants avec les qualités du bâtiment, avec les qualités de place du travail, et on s'est rendu compte qu'au niveau statistique, il n'y avait aucune différence. Aucune différence de satisfaction entre un bâtiment certifié par LEED et un bâtiment qui n'était pas certifié par LEED. L'autre chose que vous voyez dans le graphe à droite,
sur lequel on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une satisfaction légèrement supérieure dans le bâtiment qui avait été occupé pour moins d'un an, et donc les bâtiments récemment certifiés ou récemment complétés. Mais cette différence entre les bâtiments LEED et non LEED disparaît après un an. Donc, ça veut dire aussi que la certification de bâtiment peut être perçue par les occupants comme quelque chose qui nous amène une satisfaction plus importante, mais après un an, être tombé amoureux avec son propre bâtiment termine. Et donc la satisfaction entre bâtiments certifiés et non certifiés, c'est exactement le même. Mais ce n'est pas un problème qui est relevé que dans les bâtiments LEED. Il y a 3 années, au Royaume-Uni, je fais une recherche très similaire dans des bâtiments qui étaient certifiés par le système BREEAM. Et cette recherche était aussi accompagnée par une relève des valeurs physiques dans les bâtiments. On s'est rendu compte en fait que le bâtiment certifié BREEAM était pire des bâtiments non BREEAM du point de vue de la satisfaction des occupants. Et si on revient vers les bâtiments certifiés LEED, on s'était aussi rendu compte dans notre recherche que l'avoir obtenu un crédit spécifique, comme par exemple le crédit de ventilation ou le crédit sur la lumière naturelle, avait aucune influence sur la satisfaction que les occupants exprimaient avec ce paramètre spécifique. Et donc, si un bâtiment obtient un crédit pour la ventilation, on s'attendrait que les personnes soient plus satisfaites avec la ventilation ou la qualité de l'air. Non, on n'a pas relevé ça. Si un bâtiment avait obtenu un crédit par rapport à la lumière, on s'attendait que les personnes auraient été plus satisfaites avec la quantité de lumière. Non, on n'a pas relevé ça. Pourquoi? Parce que les critères que nous donne l'obtention d'un crédit dans un système de certification environnementale est un critère qui est très pertinent au niveau bâtiment. Et donc, par exemple, nous donne la distribution de lumière sur un plan horizontal, mais n'a rien à voir avec la perception de lumière sur un plan vertical, qui est ce que compte pour le confort et le bien-être visuel des personnes. Et donc, ça veut dire que ici, il y a un écart, on continue à parler d'écart, entre un critère visé à la performance énergétique du bâtiment et un critère qui est plutôt visé vers le confort et le bien-être des occupants. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des nouveaux standards qui commencent à sortir, comme par exemple le standard WELL, dans lequel il y a des concepts qui vont un peu au-delà de la qualité environnementale intérieure classique et qui est vraiment exprimé par des critères qui sont liés au bien-être humain. Je m'arrête en seconde pour demander à Greg, comme je n'ai pas la chat sur mon écran, s'il y a pour le moment des questions spécifiques avant de commencer la deuxième partie de mon exposé. Merci Sergio. Donc ici, je ne vois pas de commentaires spécifiques ou de questions sur cette présentation-ci. Alors, je continue. Voilà, si jamais il y a des questions importantes, tu peux m'interrompre à n'importe quel moment. OK. Merci. Et alors, la chose que je voudrais faire dans la deuxième partie de mon exposé, c'est essayer de voir, OK, on a dit qu'il y a un écart entre les conditions qui nous amènent vers le confort et le bien-être et vers ce qui est la performance énergétique classiquement entendue du bâtiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau pratique? Qu'est-ce qu'il faut garantir au niveau thermique, au niveau visuel, au niveau acoustique, au niveau de qualité de l'air? Bon, je voudrais vous donner juste un aperçu de ce qui est la recherche qu'on fait pour le moment dans ces différents domaines, pour comprendre un peu comment
la variabilité dynamique dont j'ai parlé au début de mon exposé pourrait vraiment nous aider à ce niveau-là. Si on regarde par exemple le confort thermique, on regarde la pyramide, donc le triangle qui est à votre droite, et alors ce que le standard classique vise à obtenir, c'est bien sûr éviter le disconfort ou inconfort qui est donc dans la définition qu'on a vue, des conditions dans lesquelles on commence à se sentir mal à l'aise, mais on n'est pas malade. De l'autre côté, la plus grosse partie de nos standards, comme par exemple le standard HVS 55, nous donne une cible d'acceptabilité de 80%. Alors, ça nous dit qu'il faut garantir des conditions pour avoir au moins le 80% d'occupants qui sont satisfaits. OK, parfait. Mais si vous étiez le CEO de Apple, est-ce que vous allez produire un iPhone qui va être accepté pour le 80% de votre consommateur? Est-ce que vous pourriez accepter que 20% de vos consommateurs ne sont pas du tout satisfaits avec votre produit? Ça, c'est inacceptable. Mais pourquoi ça, c'est inacceptable pour ceux qui produisent un iPhone et ce n'est pas inacceptable pour les acteurs du bâtiment? Pourquoi on accepte que dans nos bâtiments, 20% des gens sont insatisfaits? Et pourquoi on a une cible dans laquelle on a la sufficiency et donc on arrive à être satisfait sans aller vers le plaisir, la productivité, la santé physique, la santé sociale et émotionnelle? Et donc, garantir des conditions standards, neutres, on peut dire, pour le bâtiment, nous amène vers des conditions dans lesquelles on ne peut pas vraiment virer vers garantir le plaisir et le bien-être pour les occupants. Par contre, si on pourrait avoir des conditions dans lesquelles, par exemple, on pourrait changer les conditions thermiques, garantir des conditions thermiques dynamiques et qui ne sont pas constantes et maintenues en plage étroite, par exemple par l'utilisation de systèmes comme le système de confort personnel. Et alors, dans ce cas, la recherche nous dit qu'on pourrait vraiment très fortement élargir le pourcentage de satisfaction thermique qu'on a dans les bâtiments. Ici, par exemple, vous pouvez voir des exemples de systèmes de confort personnel et l'exemple qui est aussi le plus étudié, c'est la chaise thermique qui a été mise en place par le groupe de Berkeley, qui a été aussi utilisée pour développer des modèles de confort personnel qui ont une capacité de prédire les réponses de confort thermique beaucoup plus puissante des modèles classiques comme le PMV ou le modèle adaptatif. Mais de l'autre côté, le Personal Comfort System, le système de confort personnel, peut aussi nous garantir d'avoir une variabilité thermique qui est importante. Il y a des recherches qui nous ont dit que vraiment une variation dynamique de température peut être plus saine pour augmenter le métabolisme et la dépense énergétique, réduire la somnolence, et virer vers ce qui est l'alisthésie, et donc la sensation hédonique de plaisir qui peut vraiment garantir un bien-être thermique plus important. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé ça, ce n'est pas quelque chose que du coup on découvre au XXe siècle. Bon, il y a un copain que disait, mais ce que j'ai compris, c'est que effectivement ils sont fous ces Romains. Et donc les bains romains dans lesquels il y avait des bains froids, des bains tièdes et des bains chauds, des passés d'une situation thermique à l'autre, c'est quelque chose qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Et le bien-être qui dérive de cette variabilité thermique, c'est quelque chose qu'on connaît, ça fait 20 siècles. Donc ça, c'est pour les aspects thermiques, mais on peut dire exactement la même chose pour les aspects, par exemple, liés à la vision. Parce qu'en fait, nos yeux jouent deux rôles. D'un côté, il y a la vision et donc la tâche visuelle. De l'autre côté, les yeux servent
comme un stimulus important pour activer notre système circadien. Et l'exposition régulière au cycle dynamique de lumière-obscurité est essentielle pour notre bien-être photobiologique. Et donc, le temps de la journée dans lequel on est exposé à la lumière, l'intensité, le spectre, la durée, l'histoire d'exposition ont une importance énorme pour pouvoir vraiment dicter le rythme dynamique et variable de notre organisme. Dans ce contexte, il y a une recherche qui vise à effectivement découvrir et caractériser les conditions spectrales de lumière auxquelles nos systèmes métaboliques répondent. Et donc, pour pouvoir vraiment prévoir tous les processus circadiens neuroendocriniens, neurophysiologiques et neurocomportementaux qui sont liés à l'exposition de la lumière. Dans ce contexte, on s'est aussi rendu compte, par exemple, que le changement de couleur dynamique au lever et au coucher du soleil peuvent être biologiquement significatifs. Donc, on sait que la température des couleurs corrélées, donc la couleur du ciel change entre les différents moments de la journée, et pouvoir être exposé à cette variété, c'est très important pour pouvoir activer notre réponse circadienne. Mais aussi, en ce qui est la, on peut dire, conception plus classique de notre conception des bâtiments. Par exemple, si on répond aux questions d'éblouissement, on considère toujours des conditions statiques dans lesquelles il ne faut pas dépasser un certain index d'éblouissement. Et cet index d'éblouissement donné par le standard, donc par exemple un Daylight Glare Index, donc un index d'éblouissement donné par la lumière qu'il ne faut pas dépasser, c'est 19. Il ne faut pas dépasser ce niveau-là. Mais en fait, l'éblouissement change, et notre réponse à l'éblouissement change d'une façon continue par rapport aux facteurs liés à l'éclairage, la luminance, le contraste, le sujet, l'âge, la culture, le chronotype, la photosensibilité individuelle, fait changer notre réponse à l'éblouissement, mais aussi le contexte. Par exemple, l'intérêt en vue, mais la période de la journée peut faire varier notre réponse à l'éblouissement. On a fait pas mal de tests dans des test rooms, dans des conditions contrôlées avec lumière artificielle, et on a aussi fait des tests dans des test rooms qui simulent avec des lumières LED les conditions qu'on pourrait avoir avec lumière naturelle. Et enfin, on a fait des tests avec des test rooms exposés à la lumière naturelle pour pouvoir effectivement vérifier quelle est la réponse d'un sujet qui fait une tâche visuelle, comme par exemple, vous pouvez voir ici une tâche d'ordinateur, quelle est la réponse du sujet à l'éblouissement pendant la journée. Ce que vous voyez dans le graphe qui suit dans la slide qui arrive dans un seconde, maintenant, oui. Vous pouvez voir sur l'axe horizontal 4 niveaux d'éblouissement, perceptible, notissable, dérangeant et intolérable. Sur l'axe vertical, vous avez le niveau de luminance, et donc la quantité de lumière qu'on a. Chaque degré est représenté par 4 carrés qui sont des box plots, et chaque box plot est relié à un moment de la journée. Vous pouvez voir que la même réponse à l'éblouissement n'est pas donnée dans les différents moments de la journée. Dès que la journée progresse, on a une tolérance plus forte à l'éblouissement. Donc, ça veut dire que notre réponse varie pendant la journée. Et ça, c'est la variabilité intrapersonnelle dont je vais vous parler tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir le même index d'éblouissement vers l'est, donc le matin, de l'index d'éblouissement qu'on a vers l'ouest, et donc dans l'après-midi. Donc, ça veut dire vraiment changer notre façon de concevoir le bâtiment. De l'autre côté,
on a pas mal de recherches pour le moment qui visent à vérifier, par exemple, les conditions d'intérêt des une vue vers l'extérieur. Et on a vu que si on a une vue intéressante, ou par exemple une vue avec des composants naturels, dans ces cas, on a une tolérance à l'éblouissement plus importante. Et donc, savoir ce qu'il y a dehors, c'est aussi important de ce qu'il y a dedans dans un bâtiment pour pouvoir concevoir avec le confort et le bien-être des personnes comme priorité. Donc, on a parlé de thermique, on a parlé d'aspect de luminosité. Il faut aussi dire que le confort et le bien-être sont influencés par des autres stimulations environnementaux, comme par exemple la stimulation acoustique. Les paysages sonores sont très importants pour aider le processus de rétablissement. Et donc, par exemple, dans les bâtiments dans lesquels, dans des hôpitaux, dans des maisons de repos. Mais de l'autre côté, les paysages sonores négatifs peuvent vraiment avoir une influence qui n'est pas nécessairement perceptible sur l'irritabilité, l'anxiété, le stress, mais aussi la réponse de notre système immunitaire. Et ça, c'est surtout pour des personnes qui sont plus vulnérables, comme par exemple les aînés, qui ont des faibles tolérances aux éléments stressants et surtout sont des personnes qui vont relier une certaine expérience sonore avec une expérience visuelle. Et donc, dans ce cas, il faut aussi considérer le dynamisme dans le temps et dans les personnes qui doivent répondre à certaines stimulations sonores. Et enfin, on parle aussi de qualité de l'air. Dans le contexte de la qualité de l'air, on le sait qu'on a des polluants qui peuvent provenir de l'intérieur, de l'extérieur, et des produits de transformation de polluants intérieurs. Donc, c'est important de considérer l'évolution dynamique de ce polluant, là où on peut avoir des produits de transformation, et là où aucun indice ne s'est encore établi pour définir les risques qu'il y a dedans. Et bien sûr, aujourd'hui, avec nos émergences sanitaires, le risque de transmission aérienne de pathogènes devient très important. Et devient encore plus important là où le pathogène peut se combiner avec des autres éléments de pollution qu'il y a dedans, et donc des éléments qui peuvent aussi dériver de nos activités quotidiennes. Alors, je vais conclure ici ma présentation pour vous dire que quand on a une conception de bâtiment qui vire vers effectuer une quête pour le confort et le bien-être, il faut avoir une cognition un peu plus complexe des bâtiments. Avoir des économies d'énergie sans considérer effectivement les besoins dynamiques des utilisateurs peut effectivement coûter plus cher. Il faut donc pouvoir coordonner les ressources humaines, donc comprendre qui sont nos occupants, qui vont occuper et quelle activité vont faire, avec ce qui est la gestion du confort et du bien-être d'une façon dynamique. Et aussi pouvoir garantir un contrôle, par exemple, local, selon les différentes exigences des personnes. Si on veut vraiment aller vers un bâtiment qui soit un bâtiment sain et qui puisse garantir effectivement, d'un côté, le confort, mais de l'autre côté aussi la performance énergétique, il faut qu'on ait une conception un peu plus holistique de notre bâtiment et pouvoir aussi considérer toutes les différentes implications, surtout les implications qu'on a aujourd'hui avec, comme on s'est dit, les émergences sanitaires. Par exemple, ici, vous voyez, c'est juste une capture d'écran de recherche qui est en cours à l'Université d'Oregon aux États-Unis, dans lequel ils sont en train d'étudier un système d'analyse de l'air récupéré par les différents étages d'un gratte-ciel pour pouvoir tester au COVID s'il y a des risques étage pour étage et donc pouvoir faire un dépistage ciblé pour les personnes.
Donc, dans ce contexte, le monitoring devient quelque chose de très important. Le monitoring qui peut se faire au niveau personnel, et donc, par exemple, en utilisant des systèmes qui sont des systèmes comme le wearables, et donc votre GSM ou la montre Polar ou des autres systèmes qui peuvent vraiment détecter des risques, mais aussi des conditions qu'on a à l'intérieur. Donc, c'est vraiment l'espace architectural qui est une sorte de médecin invisible. De l'autre côté, on peut penser, on doit penser qu'une mesure et un monitoring de bâtiments plus complexes doivent être effectués pour donner une capture d'écran, si on veut, mais aussi une prévision solide et fiable des conditions des bâtiments au niveau des satisfactions des occupants, ce que vous avez à haut, au niveau de performance opérationnelle, ce que vous avez à droite, et au niveau de qualité de l'environnement intérieur, ce que vous avez à gauche. Bien sûr, il y a plusieurs modalités pour effectuer ce type de monitoring, transversal, ponctuel, longitudinal, qui dépend vraiment de la localisation du bâtiment, du type de bâtiment, mais aussi et surtout de la compréhension de la nature du problème qu'on a. Et le site Énergie Plus vous donne toutes les infos dont vous avez besoin pour pouvoir effectivement mettre en place les méthodes quantitatives et qualitatives au niveau de techniques de monitoring, au niveau de méthodes de collecte de données, au niveau des instruments de mesure, outils de traitement de données et méthodes d'analyse que vous pouvez utiliser pour pouvoir effectivement monitorer les conditions dans les bâtiments, garantir une mise en place des stratégies nécessaires à répondre au confort et au bien-être des occupants, tout en considérant les performances énergétiques du bâtiment, et garantir vraiment une cognition complète et longitudinale, si vous voulez aussi, des conditions auxquelles vos occupants sont exposés. Donc, dans ce contexte, l'utilisation d'instruments de mesure devient très important, mais aussi très important devient une capacité de pouvoir comprendre effectivement le besoin de vos occupants. Ici, je vous ai mis aussi des exemples de focus group. Il devient un peu difficile de le faire aujourd'hui avec le masque, distanciation sociale et tout le reste, mais il y a des autres instruments qu'on peut utiliser. Donc, je termine ici en vous disant qu'on peut vraiment garantir le confort et le bien-être des occupants tout en considérant les performances énergétiques si on peut penser à la variabilité qu'on a dans le bâtiment, à la variabilité d'occupation, la variabilité de besoins et aussi la variabilité d'exposition à ce qui est la fluctuation de facteurs de qualité de l'environnement intérieur qu'on a dans le bâtiment. Aujourd'hui, on passe 90% de notre temps dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment important de pouvoir garantir ce type de conditions. Et je vous laisse avec une recommandation que je fais toujours aux étudiants, aux praticiens avec lesquels je parle, en disant qu'il peut y avoir d'importants écarts entre les exigences en matière d'efficacité énergétique de bâtiments, les conditions transitoires que les utilisateurs demandent pour leur activité, ce que motive leur désir et ce dont ils ont besoin pour se sentir bien et être en bonne santé au long terme. Donc, comme il y a ces écarts, on ne peut pas répondre à ces écarts avec ce que j'appelle la nuit environnementale. La nuit environnementale n'a rien de confortable ou décent.
un changement de paradigme dans notre façon de penser le bâtiment doit être guidé par une approche multisensorielle. Il faut aussi apprendre comment célébrer les différences et les interactions entre les facteurs environnementaux. Merci. Un grand merci à toi, donc Sergio. Ici, je regarde un peu les commentaires, je ne vois pas de nouvelles questions. Je relais juste un commentaire donc, de Geoffrey. Tu nous as parlé de la méthode POE. Donc, cette méthode sera analysée, expliquée en détail dans Énergie Plus dans les prochaines semaines. On va faire un dossier vraiment thématique là-dessus. Donc, ça sera en ligne dans quelques semaines. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à tous les intervenants. Alors, vous pouvez continuer à faire des commentaires donc sur la droite. L'outil commentaire sera encore accessible pendant 7 jours après le webinaire. Donc, voilà, si vous avez encore des questions, vous pouvez poser vos questions via cet outil-là. Je vous invite également à vous inscrire. Donc, il y aura un second webinaire qui sera organisé le 8 octobre à 10h, de 10h à 11h40, et qui sera plus focalisé sur tout ce qui est école. Donc, c'est vraiment plus pour les responsables énergie qui s'occupent de tout ce qui est école, que ce soit secondaire ou primaire. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci à tous. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire, Sergio. C'était un grand plaisir. J'aimerais bien que ce type de discours de variabilité dynamique soit vraiment considéré par les praticiens, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des autres questions, aussi par mail ou vers toi, Greg, si tu as des questions qui te reçoivent après qu'on termine le webinaire, n'hésitez pas à me les envoyer parce que c'est une discussion que j'aimerais bien continuer avec les personnes intéressées. OK, merci. Merci beaucoup. À bientôt.